Bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphanie Plante, la conseillère pour le district 12, ici à Rogers pour l'émission Dans mon quartier. Je suis avec la magnifique Brigitte Pellerin. Bonjour, Salut, ça va bien? Oui, ça va? Oui, et on parlait justement, tu as une longue carrière dans les médias, mais on va aller là bientôt. Mais pour débuter, j'aimerais savoir, parle-moi de petite Brigitte. Vous êtes née, vous avez habité où? Vos parents, parle-moi un peu de ton enfance. Je suis née juste après la crise d'octobre, donc en novembre 1970. Ça va me faire bientôt 54 ans. Donc oui, longue carrière, ça ne nous rajeunit pas, mais voilà, moi je trouve qu'on devient plus sage avec l'âge, puis sage dans le sens de wise, pas dans le sens de, well-behaved, excusez pour les petits mots d'anglais, mais donc c'est ça, je suis née, j'ai grandi à Québec, j'ai passé pas mal la majorité des 30 premières années de ma vie à Québec, avec quelques années à Montréal aussi. Je déménageais à Ottawa à la fin de l'année 2000. Donc, ça va faire bientôt 24 ans que je suis ici. Mes 3 enfants vivent ici, sont encore à l'école. Donc, pour l'instant, je suis ici. Mais je commence un petit peu à voyager. Là, les enfants commencent à être un petit peu plus âgés, donc sont capables de s'organiser. Donc, ça me libère un petit peu pour voyager. Donc, je passe assez de temps quand même à Montréal, à Québec. J'ai aussi une deuxième maison, pas une maison physique, mais une maison émotionnelle à Huntsville, en Alabama. Ça, c'est une de mes histoires, une des surprises de ma vie que j'aurais jamais vu venir, que j'aime beaucoup passer du temps en Alabama. Puis ça, je peux en parler n'importe quand, pour combien de temps. Je veux parler de ça pendant des heures si on me laisse, si on me lâche lousse, parce que j'ai découvert des belles personnes, des belles choses dans le nouveau sud des États-Unis qui me rappellent beaucoup certains éléments du Québec dans lequel j'ai grandi. Et ça me fait redécouvrir mes racines à travers les yeux de gens qui vivent dans le sud des États. C'est un peu bizarre, mais d'ailleurs, j'ai un projet de littérature là-dessus. On pourra en parler aussi si ça vous tente. Ben oui. Alors, parlons un peu, parce que là, on est en pleine élection américaine. Oui. C'est quand même le niveau municipal. Oui. On ne parle pas trop de Kamala ou Trump dans les réunions du conseil, mais... alors, vous êtes maintenant installé aux États-Unis? Vous allez souvent? C'est quoi le... Je vais souvent. Oui. Je ne suis pas encore installée. Peut-être un jour, sait-on jamais, quand les enfants seront tous partis. Peut-être que j'aurai un petit pied à terre là pour les mois d'hiver, parce qu'on se tanne un petit peu des fois de pelleter de la neige. Donc, ça fait du bien d'aller dans le sud. Mais je passe beaucoup de temps là-bas. J'ai de bons amis maintenant dans le sud des États-Unis. Et puis, nécessairement, je m'intéresse à la campagne présidentielle là. Puis même, vous dites au niveau municipal, c'est sûr qu'on n'en parle pas, mais ça nous affecte quand même. Pas juste au terme de politique fédérale américaine, mais en termes de culture politique. Les années Trump nous ont légué, on espère que ça ne reviendra pas, mais les problèmes de désinformation, de mauvaise information, de toxicité en politique, ça vient en grande partie de là. Et bon, l'adage voulant que quand les États-Unis prennent un rhume, nous, on éternue. Au Canada, on est toujours un peu tributaire des grandes tendances américaines. Donc, oui, je suis ça avec un œil très critique, avec beaucoup d'espoir pour Kamala Harris. On espère que les choses vont bien se passer. Alors, revenons au Canada. Vous écrivez beaucoup au sujet des centres-villes, de l'urbanisme. Est-ce que vous avez toujours écrit sur ce sujet ou c'est venu... Pour moi, l'intérêt, c'était quand j'ai eu un enfant. Je me suis dit, oh, je peux même pas prendre ma poussette. Il n'y a pas même de trottoir pour une poussette. Et, anyway, je me suis rendue à ce niveau-là. Mais comment est-ce que ça a commencé pour vous? Ah, c'est une bonne question. Je pense que j'ai toujours aimé voyager. J'ai toujours aimé voir différentes sociétés, comment elles s'imbriquent. Je suis une grande marcheuse, je suis une grande coureuse. Je cours beaucoup, je fais beaucoup de jogging. Donc, à chaque fois quand je voyage, c'est une des meilleures façons de découvrir une ville, c'est d'aller faire un petit jogging matinal. Oui. Et puis, à chaque fois que j'allais à des conférences, toutes sortes d'affaires, je me promenais comme ça à pied. Donc, l'organisation urbaine, municipale d'un endroit, ça m'a toujours beaucoup attirée. Moi, je suis curieuse tout le temps, de toute façon. Alors, je me pose toujours comment ça se fait qu'eux autres, ils ont des trottoirs comme ça? Puis, hey, c'est intéressant de voir, par exemple, que leurs bancs municipaux sont virés de l'autre bord.
Au lieu d'être virés vers les édifices, ils sont tournés vers la rue. Donc, les gens qui sont assis sur le banc, sur la rue, voient la vie de la rue au lieu de regarder l'aventure d'un commerce, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ces gens-là ont pris cette décision-là? Comment est-ce que les gens qui vivent dans ce quartier-là trouvent... Est-ce qu'ils aiment ça, ce genre d'organisation-là? Donc, il y a toujours des questions que je me pose à chaque fois. Bon, les affichages, au Québec, on avait toujours la question des affichages en français. À Ottawa, on a beaucoup aussi pas qu'il y a de la réglementation là-dessus, mais il y a une grande proportion des gens qui soit vivent ou travaillent ou passent du temps à Ottawa qui sont francophones. Donc, comment on s'occupe d'eux? Comment on leur souhaite la bienvenue dans les commerces du centre-ville, surtout? Donc, ça, c'est des choses qui m'ont toujours intéressée. Donc, étant curieuse de nature, et voilà, donc c'est une chose menant à l'autre, me voilà parlant de pistes cyclables à peu près toutes les 3 semaines parce qu'on a besoin d'en parler parce que vraiment, là, on pourrait faire mieux. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais autre que les pistes cyclables, est-ce qu'il y a des dossiers à l'Hôtel de Ville qui vous préoccupent énormément? La crise du logement, ça, c'en est une. La crise, la crise des changements climatiques, ça en est une autre. J'aime beaucoup parler dans une chronique récente qui va parler des parcs éponges. À Montréal, déjà, ils en ont déjà 7. Ils sont en construire, je pense, une trentaine supplémentaires d'ici la fin de 2025. Qu'est-ce que c'est ça, un parc éponge? Bien, comme le nom le suggère, c'est un parc. Hein? On peut avoir toutes sortes d'affaires dedans, des aires de jeu, des aires de rencontre, mais c'est construit de façon à retenir de façon temporaire les pluies diluviennes qu'on a maintenant de plus en plus souvent. Et ça donne un break, si vous me passez l'expression, au système d'égout. Donc, c'est une façon de prévenir les inondations dans les sous-sols des gens. Donc, au lieu de dire aux gens, allez donc vous acheter une pompe chez Home Depot, on va dire, au lieu de faire ça, parce que votre sous-sol est encore une fois inondé, on va retenir toute cette eau-là de façon temporaire. Il y en a un qui vont construire l'année prochaine à Verdun qui peut retenir au-delà de 1 million de litres d'eau. What? Depuis 1 million. C'est un petit peu, c'est un petit peu plus de 1 million de litres. Et ça, c'est la grandeur d'à peu près 10 terrains de basketball qui va être divisé en 3 parties. Donc, un parc de chiens, un parc villégiature, puis une espèce aussi de parc plus général, là, où les gens vont pouvoir jouer ou s'entraîner. Il va y avoir des équipements pour faire de l'entraînement, des choses comme ça. Donc, 1 million de litres d'eau. C'est presque la moitié d'une piscine olympique, qui ça va retenir de façon temporaire et éventuellement qui va s'en aller vers le sol et tout ça. Donc ça fait un paquet d'eau et de boue et de tout ce qui vient avec ça qui ne se ramassera pas dans les sous-sols autour de ce parc-là. Est-ce que ça ne rend pas la vie des gens meilleure, plus facile, moins dispendieuse, moins catastrophique quand on a des pluies diluviennes qui y arrivent de plus en plus souvent, en plus de nous fournir un beau parc? Oui. Wow, c'est fantastique. Envoie-moi des infos parce que je veux voir ça. Oui. Et je raconte souvent à mes collègues au niveau du conseil qu'il y a un mot en français qu'on n'a pas en anglais que j'adore et je ne sais pas exactement c'est quoi la traduction, c'est la cohabitation. Comme vous savez, dans mon quartier, on a des enjeux de cohabitation. Il y a des besoins qui sont aussi criants dans mon coin. Mais est-ce que, more or less, disons ici à Ottawa, la cohabitation, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, à ton avis? Entre les gens de différents groupes socio-économiques, par exemple, ou socio-culturels. Moi, j'habite à Westboro, ça fait longtemps que j'habite dans ce quartier-là, et je dirais que c'est de plus en plus diversifié qu'avant, surtout en termes de gens, disons, de différentes classes socio-économiques. On dit « Oh, Westboro, c'est riche », puis tout ça, mais ça ne l'est pas autant que ça l'était. Il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui se pointent ici. C'était tellement... Moi, je l'aime, là, je vais prêcher pour ma paroisse un petit peu parce que j'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a des épiceries, il y a toutes sortes de commerces. Donc, la vie du quartier de 15 minutes, moi, vivant à Westboro, je la vis, ça. Puis ça, c'est quelque chose, pour moi, ça vaut beaucoup. Mais je trouve, oui, il y a de plus en plus de diversité à Westboro, incluant, on entend souvent parler des gens qui parlent ni anglais ni français. Oui. Et je trouve ça bien. Il y a des restaurants qui sont nouveaux. Bon, tout ce qui vient avec la belle diversité culturelle qu'on peut avoir. Je trouve que ça se passe bien dans mon quartier. Je ne peux pas parler de tous les quartiers d'Ottawa, mais je trouve que quand les gens prennent le temps de se connaître, ça, c'est vrai n'importe où. Oui. La cohabitation se passe toujours mieux. Oui, et pour la crise du logement, je sais que tu écris souvent sur ce sujet. C'est quoi les pistes de solution? Parce que, tu sais, moi, dans mon coin, j'ai toujours souvent « Ah non, on a besoin du zonage, on a besoin
on ne peut pas faire 3 chambres à coucher, c'est trop cher. Mais toi, comme tu as une vue un peu plus globale à travers le pays, quelles sont les pistes de solutions? Il y a un excellent livre qui va sortir un petit peu plus tard au mois d'octobre par Carolyn Whitman. Qui a beaucoup de pistes de solutions. Donc, celui-là, pour que les gens qui sont vraiment très intéressés, là, allez lire ce livre-là, ça vaut vraiment la peine. Mais pour les autres qui veulent juste le Coles Note, là, je dirais que de construire sur des terrains publics qui appartiennent à la municipalité ou à différents niveaux de gouvernement, ça, c'est une piste qui est très intéressante et donc on n'utilise pas assez ça. On peut aussi avoir des maisons, des préfabriquées ou avec des catalogues préapprouvés. Donc, toutes les questions de zonage peuvent être réglées par ça en disant, vous pouvez choisir entre 4 ou 5 ou 6 modèles préapprouvés que vous pouvez placer sur n'importe quel terrain dans la municipalité d'Ottawa. Ça aussi, ça accélère la construction parce que ça devient un petit peu, c'est sûr que ça devient un petit peu à la chaîne puis cookie cutter, là, comme on dit en bon latin. Mais en même temps, l'avantage de ça, c'est sûr que c'est moins original, mais c'est moins dispendieux aussi. Donc, c'est plus abordable pour les gens qui ont un budget moindre. Mais vraiment, on a besoin essentiellement que les pouvoirs publics investissent dans la construction de logements qui sont abordables et qui conservent les logements existants qui sont déjà abordables, qui les conservent et qu'on puisse, au Québec, ils ont déjà une loi qui empêche les rénovictions, une aussi qui s'applique aux gens, aux aînés. Oui, et c'est au niveau provincial, by the way, provincial, oui, et l'Ontario, il n'y a rien qui empêche l'Ontario de faire la même chose. Alors, on se comprend. Donc, de protéger les gens contre les rénovictions, c'est vrai que des fois, il y en a qui ont besoin d'être faites, fair, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, de protéger les gens contre ça pour garantir un accès. Le droit au logement devrait être un droit et pas un privilège. Le privilège d'habiter dans une maison on a fait tous nos designers, là, puis qui est très originale puis qui est plus dispendieux, ça, c'est un privilège. Puis il y a beaucoup de gens qui ont accès à ça, puis tant mieux pour eux autres. Mais pour la grande majorité des gens, le droit d'avoir un toit convenable au-dessus de leur tête qui ne leur coûte pas la moitié de leur revenu, ça devrait être garanti par nos lois. Oui, et il y a une étude qui a été faite, je pense que c'était à l'Université de Toronto, que quelqu'un qui est dans une refuge, ça coûte à la ville 75 millions de dollars par année, plus que quelqu'un qui est juste comme logé dans le logement social ou logement transitionnel. Je me suis dit, allô, comme pour les fiscalistes, la réponse est claire. Oui. Même chose pour si on parle des gens en situation d'itinérance, par exemple, donc le Housing First, il n'y a pas de version en français là, de cette politique-là, mais de donner aux gens tout de suite accès à un toit, à un endroit sécuritaire où ils peuvent vivre sans condition. Ça contribue grandement à réduire l'itinérance chronique à presque zéro. Et quand on se dit dans une ville comme Ottawa, il y a combien de gens qui vivent dans la rue chaque jour, si on pouvait ramener ce nombre-là à 3 ou 4 personnes par nuit, qu'est-ce que ça changerait dans la vie de ces gens-là d'abord, mais dans la vie de la ville aussi et dans les budgets, parce que souvent, les gens qui vivent sur la rue, c'est très dur de vivre dans... Moi, je ne l'ai jamais fait, je n'ai pas l'intention de l'essayer non plus, je ne veux pas l'essayer, mais imaginez-vous à quel point c'est dur d'être dans la rue, surtout quand on est dans des situations de santé mentale, des fois. Donc, ces gens qui vont se ramasser aux urgences des hôpitaux, par exemple, ou que les policiers doivent venir faire des interventions, ça coûte des sous, ça aussi. Donc, si au lieu de ça, ces gens-là étaient convenablement dans un logement convenable pour eux, comme première étape de leur établissement, ils ne seraient pas justement aux urgences, ils ne seraient pas avec la police, ils seraient dans leur lit. Ça serait bien pour tout le monde, ça serait mieux pour tout le monde et moins dispendieux. Exactement. Alors, nous, on va aller prendre une pause et on va revenir avec d'autres questions pour Brigitte. Merci beaucoup. Bienvenue. On est ici dans mon quartier, l'émission sur Rogers, et on est avec Brigitte Pellerin. Puis moi, j'aimerais parler un peu de ta carrière littéraire comme chroniqueur. Parle-moi de ton premier livre. Vous avez écrit des livres, vous écrivez des articles, mais parle-moi premièrement du processus pour écrire un livre. Et est-ce que tout le monde me dit c'est comme
accoucher un bébé. Il y a comme des mois. Alors, parle-moi un peu de ça, oui. Oui. D'ailleurs, mes livres, c'est mes bébés aussi. Mon premier est sorti en 1999, si je pense, ça s'appelait Épître au Tartampion, Petit pied de nez. Voyons, je vais le sortir. Ça fait longtemps que j'en parle plus. Épître au Tartampion, Petit pied de nez aux révolutionnaires de salon. Fallait que ça rime. Donc, c'est un essai sur le sens de la vie que, du haut de mes 28-29 ans, j'ai décidé d'écrire. Et puis, oui, c'est toujours mon préféré, d'ailleurs. Hein? On a toujours un petit... Bon. Mais le processus pour écrire un livre, c'est drôle parce que l'idée vient. Là, telle affaire. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui te passionne, hein, parce que si ça ne passionne pas, ça va être très difficile. Ça va être un accouchement difficile. Mais quelqu'un, une idée qui passionne, la recherche du temps de l'écrire, et c'est toujours de la discipline. Les gens, des fois, me demandent comment on devient écrivain. Oui. D'abord, il faut être intéressé par quelque chose. Si vous êtes chanceux, comme moi, vous allez être intéressé par un paquet d'affaires. Il y a des gens qui sont plus spécialisés. Les deux sont bons. Mais il faut lire beaucoup, il faut consommer beaucoup, parce que tout ça nous nourrit. Hein? C'est comme les athlètes. S'ils ne mangent pas bien, ça ne sort pas bien non plus. La performance ne sera pas là. Donc, c'est un peu le même principe. C'est de faire ses recherches, de savoir ce dont on parle, mais pas tout nécessairement, parce qu'il y a un processus d'apprentissage, surtout quand on écrit dans le non-fiction, qu'on dit en bon latin, vraiment d'être ouvert à toujours apprendre, puis à toujours dire « Ah, pas pensé à celle-là, ah, regardons ça, c'est drôle, moi je pensais quelque chose d'autre, puis là, ma recherche me montre d'autres choses. » Donc, puis de ne pas être gêné de montrer ça à nos lecteurs. Voilà ce que j'ai appris, voilà le parcours, le chemin que j'ai suivi pour arriver à cette conclusion-là. Les gens aiment ça d'habitude parce que ça les rejoint aussi, parce que la plupart des gens dans leur vie, hein, ça arrive à tout le monde, vous pensez que vous avez une idée, puis d'un coup, vous avez la réalité devant vous, puis vous dites « Ah, c'est pas tout à fait ce que je pensais. » Donc, ce processus-là d'apprentissage, puis de croissance personnelle, professionnelle, ça fait partie du métier d'écrivain, comme de n'importe quel autre métier. Donc, ça, c'est le fun. Puis, l'autre question, c'est qu'on pourrait parler aussi du processus. On dit que quelqu'un est un écrivain, pas parce qu'il écrit un livre une fois de temps en temps, mais parce qu'il écrit chaque jour. Oui, OK. Pour moi, c'est presque, je ne suis pas religieuse, mais juste pour ça, je suis un peu religieuse. À chaque jour, je commence chaque journée avec 3 pages. Écrite à mes limes en lettres, en lettres attachées. C'est comme Obama, lui, fait la même chose. 3 pages chaque jour, oui. Wow. 365 jours par année. Puis ça peut être n'importe quoi d'habitude. Ça pourrait être Je vous salue Marie pendant 3 pages. Ça n'a pas d'importance. Il faut juste s'asseoir et écrire. Et l'habitude crée le talent. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont un talent, c'est bon, il y en a qui en ont plus que d'autres, mais le talent par lui-même ne nous mènera pas nulle part. C'est le talent plus la discipline et des fois le travail acharné. Puis des fois, il faut juste pousser, comme l'accouchement, on revient à la figure de style. Il y a des fois où tu dis « Ah, il faut juste y aller » et puis pousser jusqu'au résultat, finalement. Et puis, est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais aborder dans le futur, un livre futur? J'en ai plein. Oui, j'ai une espèce de dystopie urbaine qui, je pense, qui va vous intéresser un petit peu. Imaginez que vous avez des villes qui sont justement des villes 15 minutes, des quartiers 15 minutes, partout, parfait, mais qu'il y a des régions à l'extérieur, là, si on rentre dans un petit peu de science-fiction, des régions un petit peu à l'extérieur où les gens refusent parce qu'ils veulent pouvoir conduire partout. Ils ne veulent pas laisser leur voiture personnelle nulle part, fait qu'ils s'en vont vivre à l'extérieur. Puis là, ça devient une espèce de guerre culturelle entre ces deux groupes-là. On n'est pas arrivé déjà là, ce qui ça en est un. J'ai des histoires dans le sud des États-Unis aussi qui réconcilient ma vie de Québécoise, maintenant en Ontario, franco-ontarienne, parce que je me considère les deux, comme québécoise francophone et comme franco-ontarienne et comme canadienne en même temps, mais comme nord-américaine aussi. J'essaie d'être large, donc j'essaie d'être chez moi partout. Et donc, je vais écrire un petit peu là-dessus aussi. Puis, il y en a plein d'autres. Petite anecdote, mon père vient de Valleyfield. Moi, j'ai grandi à Windsor, proche de Détroit. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à Détroit. C'est beau, ça me fascine le parcours de Détroit. C'est vraiment fascinant. Mais mon père disait souvent, j'ai déménagé au Canada en 1976. J'ai pas déménagé en Ontario, j'ai pas déménagé à Windsor. Comme il disait, j'ai déménagé au Canada. Et ça a toujours resté avec moi parce que
c'est vrai, culturellement, mon père était vraiment comme, pas comme les autres papas autour de moi. Et tu sais, la Révolution tranquille, ça l'amenait là quand il parlait de ça. Alors, ouais, je trouve ça, comme vous, je trouve ça très intéressant, tu sais, les historiques des autres villes, les parcours des autres villes. Et quand je pense à Détroit, c'est vraiment un exemple de what we can do, comme on dit. C'est vraiment un exemple d'une ville qui a dit, hey, look, on n'a rien à perdre. C'est ça. On va reprendre le centre-ville. Ils ont tout ramené, les arénas au centre-ville. C'est absolument fantastique. L'an dernier, j'étais à Comerica Park. Il y avait une partie de baseball. Je pense que c'était Toronto qui jouait, peu importe. Là, j'étais là. Mais au centre-ville, justement, il y a du transport en commun, il y a des vélos en partage, il y a des scooters en partage. Pour une ville qui a fait son nom comme capitale du char, là, franchement, Détroit a beaucoup changé. Au centre-ville, surtout. Il y a encore des quartiers où c'est encore difficile, mais il y a un embourgeoisement qui est sensible. Qui est pas, c'est pas, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas venir ici. Non, c'est vraiment très accueillant. J'essaie de passer autant de temps que je peux à Détroit. Je suis allée plusieurs fois depuis quelques années, justement parce que je trouve que c'est une ville qui peut nous montrer, puis même que j'ai écrit là-dessus, en disant « Hey, si eux autres sont capables de le faire, nous autres aussi, on peut le faire. On n'a pas obligé de descendre jusqu'où aussi bas que Détroit a été dans ses pires années, là, 69, 70, c'était pas beau. On n'est pas obligé d'attendre d'être rendu là pour commencer à prendre des bonnes mesures. Hein? Il y en a, on peut juste les commencer tout de suite. Oui, et juste parce que ça me fascine aussi pour les maisons abandonnées. La ville a juste repris les maisons. Hein. Ils n'ont pas décidé de comme on va attendre 6 mois, puis ensuite on va aller au tribunal, puis ensuite ils ont juste repris les maisons puis ils les ont données à des mamans. Puis elles ont dit on veut que vos enfants fréquentent les écoles scolaires dans le quartier, on veut que tu aies un toit au-dessus de ta tête. Alors sorry celui ou celle qui l'avait avant qui l'a abandonné. Et j'ai fait faire ça. C'est ça. Puis ils l'ont fait, ils ont juste dit non, on a juste décidé de le faire. Puis j'ai fait wow, OK. Et puis, est-ce que vous avez comme le même ressentiment au sujet de Montréal ces jours-ci? Parce que je sais que Montréal, ils sont un peu dans ce parcours de beaucoup de pistes cyclables, beaucoup de... Oui, est-ce que ça vous... Oui, par contre, Montréal n'a pas eu besoin de passer par ce... Donc, moi, je trouve que Montréal, la mairesse Valérie Plante, qui, je pense, je ne suis pas dans sa tête, là, mais je pense, prend exemple de la mairesse de Paris, Anne Hidalgo. Des femmes. Ou des femmes, ben oui. Mais, mais justement, la mairesse de Paris, qui est à son 2e mandat, d'ailleurs, qui a été réélue avec un gros soutien, qui a fait face à des objections au début, dans son premier mandat, quand elle a décidé, non, on va en mettre des pistes cyclables. Puis, ben, elle n'a pas dit comme ça, elle a dit avec un accent français. mais on va en mettre des pistes cyclables, oui, on va ouvrir ça pour que les zones scolaires, que les enfants puissent aller à l'école par eux-mêmes, de leur maison à l'école sans avoir à craindre de se faire écraser. C'est révolutionnaire. Elle le fait, elle fait face aux objections. Les gens ont dit « Hey, oui, on aime ça, encore là avec un accent français. Hey, on aime ça, nous autres. » Mon accent français n'est pas bon. Mais ils ont voté pour ça. Et à Montréal, la mairesse Plante fait un peu ce genre de travail-là en disant « Oui, il y a des objections, mais vous allez voir, j'étais à Montréal juste en fin de semaine, la rue Saint-Denis, les pistes cyclables. Il y a autant de vélos maintenant que de voitures, même si on avait 4 voies avant pour les voitures, là, maintenant c'est 2. Puis la circulation était fluide. King Edward, est-ce que vous m'écoutez? King Edward, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, anyway. Et même si on a beaucoup d'enjeux ici à Ottawa, beaucoup de choses qui me déchirent parfois, est-ce qu'il y a des choses qu'on fait très bien ici dans la capitale nationale? Oui, mais là, vous n'allez pas aimer ça. Je veux dire, la plupart des belles choses, c'est la Commission de la capitale nationale qui les mène. D'habitude, les pistes, les MOP, qu'on dit en anglais, les pistes partagées. Les rivières, le canal, c'est sur les ponts, tout ça, les musées. Il y a beaucoup de choses qui sont de juridiction fédérale. Je pense que ce qui fait la force d'Ottawa, vraiment, là, c'est les gens qui vivent ici. Ça, c'est apolitique. Je sais, j'essaie de mettre tout le monde de mon bord en même temps, mais c'est vrai. C'est les gens qui prennent le temps d'écouter les autres puis de dire vous avez besoin de quoi pour aider telle affaire, telle. Les gens vont s'entraider beaucoup. Les gens à Ottawa ont beaucoup de cœur. Et ça, c'est ce qui va nous sortir c'est sûr que si on se compare à Montréal, on va dire, ouais, mais ils sont tellement plus avancés que nous en termes urbanistes puis tout ça. Mais Ottawa, c'est quand même une belle place pour vivre. C'est une ville où on est en sécurité. C'est une belle ville pour élever des enfants. Donc, il y a beaucoup d'avantages à vivre à Ottawa, mais le plus gros, c'est que justement, les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur.
et ont à cœur de vivre dans la meilleure ville possible. Alors, ils vont voter pour des politiciens qui, justement, mettent les bonnes idées de l'avant. Alors, moi, j'encourage les politiciens à gager là-dessus. Oui, absolument. Alors, pour finir, parce que je vois qu'on a les 2 minutes, dans 6 mois, 1 an, 5 ans, qu'est-ce que toi, tu vas accomplir? Tu as déjà accompli beaucoup, beaucoup. Alors, si moi, j'ouvre le Citizen dans 6 mois, qu'est-ce que vous aimeriez faire avec votre carrière dans les mois qui suivent? Moi, je vais continuer à promouvoir les bonnes idées. Tu sais, en journaliste, souvent, puis surtout les chroniqueurs, on a tendance à toujours aller dans le négatif, puis de taper. Bon, c'est sûr que je vais continuer à faire ça, mais j'aimerais ça être capable de prendre des beaux exemples partout à travers la ville de gens qui, justement, du monde ordinaire, qui font des choses extraordinaires juste parce que, ils ont vu un besoin, puis ils se sont dit, il n'y a personne d'autre qui va le faire, je vais le faire. Ils ont pris les choses en main, puis ils sont des come-up, comme on dit, ils ont eu des belles solutions pour des problèmes communs. Et je veux mettre ça de l'avant et mettre la lumière là-dessus pour dire, voilà, on peut en faire d'autres pour essayer d'inspirer et d'encourager les autres. Copier-coller partout. Oui. C'est bien. Bien, merci beaucoup. Merci. J'apprécie énormément. Et merci tout le monde d'être à l'écoute. Et j'espère que vous passez une belle journée. Merci. Bye.